Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il fait chaud cet été, nous sommes en 2026, hein, si vous regardez cette vidéo avant ou après 2026. Il fait chaud, il y a comme chaque année des incendies de forêt, particulièrement en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, dans d'autres pays. Il y en a qui sont très, très spectaculaires. Et peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir les causes profondes, mais surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, quoi faire en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que membre d'une petite collectivité, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, comment agir si ça arrive près de chez nous, malheureusement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Quentin Richard. Bonjour Quentin. Bonjour Pierrot. Tu es un spécialiste de la lutte anti-incendie, on va dire, à titre privé, de la prévention, mais aussi sur les actions. Et peut-être tu peux nous redire, c'est la deuxième entretien que nous faisons. L'autre était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une des meilleures vidéos, une des meilleures interviews en termes de technicité, de conseils pratiques. Je remettrai le lien sous la description. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, d'aller la voir. Quentin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton background, ton parcours, qu'est-ce qui t'amène à être un expert dans la lutte contre l'incendie? Merci pour cette introduction. Pour résumer rapidement mon profil, si tu veux, donc je suis issu un peu du milieu à la base des pompiers, grandi dans une famille de pompiers, jeune sapeur-pompier, pompier volontaire. Ensuite, j'ai fait des études dans le domaine de la gestion des risques, donc tout ce qui va être protection des populations, avant de me spécialiser justement dans les domaines de la sécurité incendie. Donc, dans ce cadre, j'ai notamment fait un mémoire sur la lutte contre les feux de forêt, sujet de cette vidéo, et notamment sur le développement d'une solution alternative avec des produits naturels pour attaquer ce type de feu. Donc aujourd'hui, plutôt, je suis, on va dire, un généraliste en termes de gestion des risques, avec une certaine spécialité sur le côté feu de forêt, incendie, etc., sans être un expert ou un spécialiste spécifiquement sur ce domaine. On va dire, je suis là pour généraliser ce domaine et faire avancer la réflexion. Alors justement, cette année 2026, nous avons eu des vagues de chaud. Bon, après, c'est pas... il fait chaud, quoi. Mais c'est pas... les médias essaient de nous faire peur avec les mots comme canicule, etc. Moi, j'en ai connu en 79, quand j'étais très jeune. En tout cas, celle de 2003, je m'en souviens bien. Il faisait effectivement très chaud. Il y en a eu d'autres. Bref, mais dans ce contexte, il y a des incendies. C'est pas nouveau, ça arrive. Il y en a eu au Canada, il y en a eu en Australie il y a quelques années. Spectaculaire, impressionnant. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu vraiment une évacuation assez importante, hein, en France, notamment dans la Gironde, de plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, je ne sais pas effectivement qui a été vraiment évacué, qui a pu partir, etc. Donne-nous un petit peu alors sans aller dans le complotisme, parce que c'est un peu une tendance naturelle aujourd'hui sur les réseaux d'essayer de trouver des causes euh, étrange, on va dire, à tous les... ce qui exclut pas que ça puisse être possible. Mais enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu le... Pourquoi nous voyons ces incendies spectaculaires? Est-ce que c'est simplement qu'ils sont plus médiatisés qu'avant, ou est-ce que en réalité, il y a plus d'incendies? Et puis on verra au fur et à mesure, tu as toute une méthodologie par rapport à ça, comment on se prépare en tant que citoyen, en tant qu'habitant, Mhm. en tant que personne, en tant que famille pour faire face avant, pendant et peut-être même après l'incendie. Alors, je vais te répondre, mais avant, un petit disclaimer. Je me permets cet anglicisme. Donc, c'est vraiment uniquement mon point de vue personnel et j'essaie d'être le plus honnête et omniscient en fonction des informations à disposition là, aujourd'hui. Faut pas non plus trop vouloir rebondir sur l'actualité et faire dans le sensationnel. On va essayer de prendre les faits, comprendre à la base ce que c'est exactement un feu de forêt et justement développer et comprendre pourquoi aujourd'hui on en parle tellement dans les médias. Déjà, bah, en été, tu sais, il y a un peu moins de sujets. Donc forcément, là, on parle que des feux de forêt. C'est le sujet numéro un partout sur tous les plateaux télé Mhm. et un petit peu partout. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, là, depuis une semaine, surtout qu'on a vécu déjà Fontainebleau en France il y a quelques temps, quelques semaines, et là, on enchaîne sur notamment dans les Landes et en Gironde. C'est quand même des feux assez conséquents. Ça s'explique, hein, ça s'explique. Il y a des explications derrière tout ça. Il y a des raisons très, très claires.
et notamment des problématiques qui se sont cumulées derrière, après de nombreuses années de mauvaise gestion des budgets. On va pouvoir en parler, hein. Mhm. Là, on voit en fait un peu l'impuissance des pompiers qui sont aidés par justement les agriculteurs et les locaux. Mais concrètement, face à des incendies de cette ampleur, c'est très compliqué à gérer. La même chose qu'avec la vidéo de Grand Montana, le gros du travail doit se faire en anticipation, en prévention. Parce que la Mhm. réponse au niveau de l'urgence, c'est toujours très compliqué avec des ressources limitées et un temps, un temps enfin, une inertie, une dynamique très rapide des incendies, hein. Donc tu as très peu le temps d'être agile, de rebondir, et d'autant plus qu'il y a plusieurs incendies en simultané. Mhm. Donc c'est pas évident de gérer dans l'urgence. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Tu parlais des causes, alors les budgets, mais bon, moi qui viens du milieu écolo, j'ai pu voir dans le passé, déjà il y a une plus de 20 ans, des propositions au niveau de la gestion des forêts qui, pour la moindre personne qui connaît, mais même sans être un expert en incendie, en feu de forêt, paraissait déjà à l'époque un peu farfelu. La forêt, c'est un environnement complexe avec pas que des arbres, des animaux qui sont dans une symbiose mouvante. Le climat, la météo agissent dessus. Évidemment, en période sèche, la tendance à l'incendie, enfin disons le risque d'incendie, le risque de feu de forêt est plus grand qu'en hiver quand c'est humide. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu de qu'est-ce qui a changé ces 20-25 dernières années? Est-ce qu'il y a eu sans accuser nécessairement des gens en, en les nommant, mais est-ce qu'il y a eu des politiques de manière générale hein, qui ont amené à de plus grands risques ou alors est-ce que c'est un fantasme et que le feu de forêt arrive toujours et dis-nous un petit peu quel est ton avis là-dessus déjà pour commencer. Déjà, un constat, c'est que la période d'exposition au risque est de plus en plus large. Avant, on avait ces risques globalement sur le mois d'août, ensuite juillet-août, et ça s'est étendu en fait avec le temps. Alors, on lie ça a priori au changement climatique, hein. Donc moins de pluie, des températures plus élevées, ce qui fait qu'on a une saison qui est plus longue déjà, avec des feux plus intenses, des feux beaucoup plus intenses, et surtout un risque qui remonte vers le nord. Avant, c'était plutôt un sujet, tu vois, au sud de l'Europe. Là, on a quand même des incendies qui remontent. Donc, à la fois, on a plus d'intensité, géographiquement, ça s'étend, et dans la période, ça s'étend également. Donc, tu mélanges tout ça, ça fait qu'on a globalement un risque croissant. En face de ça, on a des services publics qui subissent, on va dire, un petit peu les crises financières et l'ensemble des crises auxquelles on est exposé pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques, etc., etc. Et puis surtout, les crises s'enchaînent, quoi, vraiment, hein. À un moment, il y a quelques semaines, c'était la problématique avec la chaleur. Il a fallu trouver rapidement de quoi climatiser, etc., etc. En fait, on a vraiment l'impression que chaque année, on redécouvre les risques qu'on a vécus il y a quelques années. Donc, les retours d'expérience sont faits en général. Suite Hmm. à, pareil, les incendies de 2022, il y a des retours d'expérience. Les hommes du terrain font remonter les informations. Il y a des réunions qui se font, tout un tas de préconisations, etc. Et après, en fait, dans l'implémentation de ces mesures, c'est là que, en général, ça pêche. C'est là qu'en général, les budgets sont dilués. On se retrouve à financer peut-être pas les bons outils, pas les. Enfin, c'est très compliqué en fait, hein. Surtout les feux de forêt, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'intervenants. C'est un Ouais. sujet très très vaste. Et les Alors, pompiers, c'est vraiment les derniers acteurs, hein. oui, et d'ailleurs, on les salue parce qu'ils prennent des risques personnels, hein, donc c'est quand même malgré Quatre décès, effectivement quatre décès déjà en déjà France. les fumées, et puis on a quand même effectivement des budgets enfin moi je voudrais pas faire la polémique, mais moi je dis que voilà, les Canadaires et les pompiers, ils sont en priorité par rapport à l'Ukraine et d'autres sujets. Mais bon, si on reprend la base, puisqu'on en avait discuté un petit peu en off, au début, si on veut comprendre le phénomène du feu de forêt, parce que c'est vrai que pour comprendre un risque, c'est la base pour s'y préparer. Comment tu le définirais? Tu commencerais par cette première partie de comprendre le phénomène qu'est le feu de forêt?
Déjà, le feu de forêt, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui permet justement le renouvellement de nos forêts. On a plusieurs espèces qui ont besoin en fait d'être exposées à la chaleur, d'être exposées aux flammes pour justement se régénérer les sols, faire de la place, faire un peu de nettoyage en fait et du renouvellement des espèces. Donc à la base, c'est quelque chose dans les forêts naturelles, dans les forêts primaires, dans les forêts diversifiées, c'est quelque chose de naturel qui doit survenir et qu'on devrait ne pas empêcher en fait. Maintenant, la problématique, c'est on n'a plus beaucoup de forêts primaires, de forêts naturelles, de forêts diversifiées. Aujourd'hui, on est plutôt en phase de forêts qui sont de la culture, en fait, hein, même de la monoculture. Et la même chose qu'avec l'agriculture, quand tu te retrouves avec des champs et des champs de maïs, etc., tu as des ravageurs, tu as des soucis, etc. Bah, c'est la même chose avec les forêts, en fait, tout simplement. Donc, la première chose, c'est effectivement les feux de forêt, c'est un phénomène naturel. On a modifié les forêts et derrière, on a construit à proximité de ces forêts, on a créé ce qu'on appelle des interfaces forêt-habitat ou des interfaces forêt-industrie qui sont des zones avec une forte exposition au risque. Hein. Donc, on a à la fois l'aléa, donc on va dire les industries, les habitations qui vont générer des risques de par leur activité, mais également les enjeux. Donc, on a des personnes qui habitent à ces endroits, des entités, des opérations critiques, des industries critiques. Mhm. Là, à proximité de Bordeaux, on a justement des bases militaires. On a la société Ariane Oui, avec oui. Il y a des sites classés Céveso qui peuvent être tout brûlés, à non? fait. Tout à Avec des fait. conséquences. Rien qu'en France, 500 sites Céveso sont dans des zones risque feu de forêt. Donc ça laisse vraiment songeur sur les conséquences potentielles des feux de forêt. Voilà. Alors, excuse-moi, tu parlais de, moi j'ai bossé en Afrique et j'ai remarqué dans de nombreux pays africains où il y a des feux de savane, pour le coup, souvent la tradition de beaucoup de petits villages de paysans, c'est de faire eux-mêmes des feux sur des zones qui sont relativement contrôlées, de manière à ce que ça coupe les feux naturels et qu'ils n'aillent pas trop loin. Et que donc, je crois on a décidé de supprimer systématiquement des petits feux à travers les forêts, on va dire, de Méditerranée et au-delà. Et que donc nous n'avons plus ce phénomène naturel et en fait on accumule le risque, il s'agrandit et il peut devenir tout d'un coup majeur quand justement en plus tu as des pins parasols pleins de résine ou comme tu dis, des forêts, c'est pas le terme, d'élevage, c'est pas de l'élevage pour les arbres, pour des plantations Des de cultures, ouais, monoculture ouais. qui font ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, les anciens savaient tout ça. Hein. Les anciens pratiquaient énormément l'écobuage, ce qu'on appelle les brûlages dirigés. Tu vas même dans les tribus, que ce soit en Afrique, en Amérique, les tribus indigènes pratiquent encore ça aujourd'hui. À la base, l'homme blanc est venu leur dire qu'ils faisaient n'importe quoi, et là, on est en train de comprendre qu'en fait, non, ils faisaient pas n'importe quoi, et on les encourage à poursuivre cela. Et en fait, nous, le problème, un peu l'approche pompier, ça a été systématiquement incendie, on éteint. Incendie, on éteint, systématiquement. Et notamment, il y a eu des études très poussées sur les feux en Californie, aux Ouais. États-Unis. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ça a été une erreur stratégique d'éteindre systématiquement tous les petits feux. Parce qu'à force d'éteindre ces petits feux qui vont justement, on va dire, allumer et détruire les strates un peu basses dans la forêt, bah, à force d'éteindre et de laisser cette cumulation de biomasse, bah, tu te retrouves avec des méga-feux comme aujourd'hui, des giga-feux même, selon la proportion, que tu n'arrives plus à éteindre. Parce qu'en fait, il y a tellement de combustible que tu n'arrives plus à contrôler ça. Donc il vaut mieux laisser brûler des petits feux et justement faire de l'écobuage, faire des brûlages dirigés en hiver, par exemple. Alors, c'est des pratiques qui sont faites, hein. C'est fait, mais je pense que ça pourrait être un peu plus généralisé. Et surtout, c'est un ensemble, tu vois, c'est une seule mesure. Il y a plein d'autres mesures. Il y a la gestion des interfaces, il y a aussi réintroduction du pastoralisme, l'agropastoralisme, avec justement des élevages qui vont débroussailler naturellement. Tu vas mettre des chèvres qui vont débroussailler, mettre en place des pare-feux avec de l'aménagement de type des vignes qui vont créer des paysages pyro-résilients.
l'aménagement des habitats également. Il y a l'obligation légale de débroussaillement, ça c'est une mesure, mais et puis après, quand tu te retrouves, le problème c'est que tu te retrouves avec des hectares de pins qui ont tous la même hauteur, qui sont alignés en rangée parfaitement et qui s'embrasent comme des allumettes et qui se propagent comme des allumettes et qui ensuite vont générer des brandons, donc des particules incandescentes qui vont se propager sur plusieurs kilomètres. C'est très difficile à gérer, hein. Alors que si tu avais une forêt un peu plus naturelle, un petit peu plus diversifiée, qui par conséquent est plus difficile à exploiter économiquement, parce que forcément c'est plus compliqué avec les machines. Passer par des rangées bien alignées, c'est très facile à exploiter. Si tu dois commencer à faire de la sélection, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment un problème de société, hein, je veux dire. Et surtout, on subit des plantations qui ont été faites il y a 20, 30 ans. Donc c'est pas quelque chose que tu peux changer comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment une stratégie de longue haleine. Et Mhm. là, tout ce qu'on fait actuellement, c'est de la gestion de crise, de la gestion d'urgence. C'est-à-dire que le feu est là. Bon, on avait quand même des signes qui nous montraient que ça allait arriver. On a déjà eu 2022, ce qui a été une année très chaude avec beaucoup d'incendies. Et j'ai l'impression que toutes les leçons n'ont pas été tirées de ça, hein, parce que depuis, on a encore moins de moyens, à la fois humains et à la fois en termes de véhicules aériens, terrestres. Mais donc c'est vraiment une réponse d'ensemble et je pense que toutes les personnes doivent vraiment être impliquées. C'est ça qui complexifie tout ça. Mais il faut vraiment proposer une approche un peu comme en permaculture, tu vois, une approche Mhm. permacole d'aménagement des territoires pour créer des territoires résilients. Vraiment des territoires résilients et c'est essentiel parce que derrière, quand tu as des incendies, tu n'as plus de rétention des eaux parce que les sols sont morts. Quand tu as des incendies généraux, les sols sont morts. Tu n'as plus de rétention des eaux, donc tu as de l'érosion. Ensuite, en hiver, tu as des inondations, des coulées de boue. Et ensuite, c'est un cycle infernal en fait, hein, parce que tu n'as plus d'eau, donc derrière, de nouveau, à la prochaine canicule, tu vas de nouveau avoir des incendies. C'est vraiment un cycle infernal. Alors Ouais. que si on réaménage tout ça avec une approche permacole, avec une approche de résilience des territoires, bah, tu vas limiter les risques et en même temps apporter des solutions face En à tout plus, je ça. crois qu'il y avait pas mal de digues à travers les rivières, de petits barrages qui servaient aussi aux pompiers de source d'eau Oui, pour permettre localement, ou même aux paysans, on voit que beaucoup de paysans en fait sont équipés à des sur une petite surface pour évidemment aider à éteindre. C'est vrai que même en Suisse, je connais des paysans qui ont des pompes, qui ont des tuyaux pas d'arrosage de jardin, qui ont des vrais tuyaux oui. anti-incendie parce que sur leur surface, en cas de sécheresse, eh bien, il y a un risque. Risque faible en Suisse, mais un risque. Parce que je crois que toi, on parle d'un triangle hein, de feux de forêt, je crois. Oui, donc tu as le triangle du feu classique hein, qu'on avait déjà évoqué dans l'autre vidéo, donc combustible, tout ce qui va brûler, comburant, l'oxygène de l'air qui permet au feu de respirer, et l'énergie d'activation qui va être l'élément déclencheur, hein, donc le briquet, le soleil, les étincelles, les frottements mécaniques. Là, dans le cadre des feux de forêt, ça se complète avec d'autres éléments. Donc tu as toujours l'élément du combustible qui est très intéressant et qui va vraiment différencier en fonction justement des végétaux. Donc typiquement, un pin va brûler beaucoup plus facilement et propager l'incendie beaucoup plus facilement que d'autres végétaux, hein, les chênes lièges par exemple. Donc tu as l'aspect combustible, ensuite tu as l'aspect topographie, donc vraiment le relief. Un incendie qui se retrouve en pente positive et va se propager très rapidement, d'accord, beaucoup plus rapidement qu'un feu de sol sur un sol plat. Et enfin, tu as la météo. La météo, donc il y a la règle des 3 fois 30 qui est utilisée. Donc dès qu'on a plus de 30 degrés Celsius, moins de 30% d'humidité et plus de 30 km/h de vent, c'est là où en fait c'est vraiment très critique. Et là, tu sais que si tu as un début d'incendie, très rapidement, ça va devenir hors de contrôle. Donc Mhm. c'est vraiment les trois aspects, on va dire, sur les feux de forêt. Et malheureusement, la topographie, c'est très difficile de la contrôler. La météo également. Donc le seul élément sur lequel on peut avoir un impact, ça serait le combustible. D'où la nécessité de vraiment gérer nos forêts, gérer nos interfaces, parce que c'est là où vraiment on a une emprise. Ouais. Ouais, ouais. Alors justement, ces méga-feux, alors c'est ce nouveau mot qu'on entend. Qu'est-ce qui révèle de notre société moderne, éventuellement de notre fragilité?
Bah, ces méga-feux, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un méga-feu? La définition n'est pas la même en Europe et dans le reste du monde. Il me semble qu'en Europe, c'est à partir de, je dis peut-être une bêtise à vérifier, hein. Il me semble qu'en Europe, c'est à partir de 10 000 hectares qu'on appelle ça un méga-feu, voire moins, alors qu'aux États-Unis, c'est une autre échelle, beaucoup plus conséquente. Mais ça s'explique aussi parce que c'est des territoires beaucoup plus vastes, hein. Mhm. Mais globalement, un méga-feu, c'est en fait quand c'est hors de contrôle. Tout simplement, ton action est complètement inutile. Ce que ça montre, c'est qu'on a justement des territoires qui ne sont plus résilients face à ce risque. Et ça s'explique tout simplement parce qu'on n'a pas laissé brûler au préalable. On n'a pas aménagé correctement et surtout, on n'a pas laissé brûler quand c'était judicieux de laisser brûler. Et tout ça parce que, oui, on a ce réflexe, hein, cette stratégie d'extinction systématique. Et derrière, le problème, c'est qu'on épuise les hommes, on épuise les moyens, on utilise énormément d'eau, vraiment énormément d'eau, alors que c'est une ressource critique et qui va l'être de plus en plus. Donc derrière, c'est quand même un sujet majeur, hein. Ouais, ces méga feux, ça, c'est un gros sujet. C'est vraiment un gros sujet. Je pense que c'est un risque qui va continuer à être dans les prochaines années un des risques majeurs à considérer et à préparer. Mhm. Parce que effectivement, l'eau, on parlait des barrages, mais effectivement, il y a des saisons où l'eau ben, voilà, il y a un stress hydrique, ça manque d'eau. Euh, et puis, il y a des phénomènes. Alors, euh, je pense qu'on exagère un peu avec ces histoires de canicule, mais néanmoins, bah, il fait assez chaud. Et puis, cette chaleur, elle commence plus tôt dans l'année. Elle commence généralement en juin, alors qu'avant, c'était, comme tu disais, août. Il fait généralement plus frais en août, mais il fait chaud en juin, juillet, vraiment Oui, plus fréquemment. Et puis, ben, l'expansion de l'urbanisme, même si c'est sous forme de pavillons, etc., et même d'industries, de zones commerciales ou de zones industrielles, il s'étend en dehors des villes, ben, presque dans certaines forêts, dans certains lieux. Et donc, ça, on parlait des sites Céveso et de risques bah, même de pollution, d'accidents industriels liés à l'incendie. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui, bah, par définition, il n'y avait pas de risque industriel au Moyen Âge, mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas et on peut acheter une maison, vivre à un endroit sans même se renseigner. Et ça, c'est notre faute si on le fait. Mais en tout cas, ouais, on devrait se renseigner de tous ces points. Et j'ai l'impression que les pouvoirs publics, bah, soit sont débordés, soit ne se rendent pas compte de ces problèmes-là. Pourtant, il y a des gens comme toi, des experts qui seraient capables de donner un avis de gestion de crise, justement. Est-ce qu'ils sont, on est débordé parce que ça va trop vite? Qu'est-ce qui se passe? On manque de moyens, peut-être? Euh, est-ce qu'on est débordé sur cette gestion? Alors, pour répondre déjà sur l'aspect justement où implanter ta maison, c'est clair que c'est un réflexe avant d'implanter ta maison de regarder les risques autour de toi, les risques technologiques et les risques naturels. Il y a des sites en fait, en plus qui t'informent sur tout ça. Dans tous les pays, il me semble, en Europe, c'est fait. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel de savoir effectivement si à proximité tu as une forêt de pins, si tu as un site Céveso, des choses comme ça. Mhm. Alors, est-ce qu'on est débordé? Oui, je pense qu'on est débordé. Le problème, c'est ces méga feux, tu peux pas vraiment y faire face, hein. Tout ce que tu peux faire, c'est subir et essayer de limiter les pertes. En fait, le rôle premier, de toute façon, des pompiers. Donc, les pompiers sont là, ils arrivent. C'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Je veux dire, tout l'aménagement au Ouais. préalable. Alors, ils ont été un peu consultés, effectivement, mais je veux dire, tout l'aménagement, c'est pas des spécialistes, c'est pas des botanistes, les pompiers, hein, c'est pas des spécialistes de la forêt. Ils ont des experts sur ce domaine, effectivement, mais eux, ils vont justement plutôt préconiser des aménagements de pistes, des réserves d'eau, des choses comme ça, des accès, tu vois. Euh, mais eux, ils arrivent, dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire il y a un incendie et là, il faut le gérer. Alors, leur stratégie, c'est d'essayer d'attaquer massivement tout départ d'incendie, parce que systématiquement, un incendie, on veut l'éteindre. Okay, mais ensuite, à partir du moment où il y a des vies humaines qui sont exposées, ou des points sensibles, c'est-à-dire les points sensibles, les habitations, des hôpitaux, toute infrastructure existante, en fait, la priorité des pompiers, ça va être de sécuriser ça. Donc la protection des populations et la protection de tout ce qui est point sensible. Et en dernier recours, seulement attaquer le feu. Donc tu comprends assez vite qu'en fait, face à un feu énorme qui vient au niveau des interfaces urbaines où tu as en fait des enjeux à protéger, bah, les pompiers vont être globalement occupés par cette protection des enjeux et donc n'ont pas la capacité, n'ont pas les ressources pour faire face à ces feux. Et plus le feu est conséquent, plus il va continuer à croître
et moins on va pouvoir y répondre en fait. Et là, la grosse problématique, c'est que le risque montant vers le nord et s'étendant, on Ouais. va dire, à travers l'Europe, on parle vraiment au niveau européen, mais c'est la même chose en Amérique, c'est la même chose sur tous les continents, hein. Même si c'est pas tout à fait la même végétation, la même topographie, les mêmes climats. Le problème, c'est que là, on repose notre modèle de sécurité civile, il repose sur la descente de colonnes de renfort du nord. Il y a des colonnes qui viennent du nord de la France pour aller renforcer le sud. Mais là, on fait face à des feux maintenant assez conséquents dans le nord. Donc, comment on fait quand on n'arrive plus à envoyer les ressources du nord vers le sud? Et y a un autre mécanisme, c'est le mécanisme européen de protection civile, où en fait on peut se reposer sur l'entraide des pays voisins de l'Union européenne et même de toute l'Europe, puisque même la Suisse a envoyé des ressources. Alors pour moi, c'est plus un coup de politique qu'autre chose, parce qu'en fait, ils s'échangent les ressources des fois plus qu'autre chose. Mais bon, pourquoi pas? Ça permet un petit peu de faire de l'auto-formation. Tu vois, les Suisses, ça leur permet justement de s'exposer au risque feu de forêt et peut-être de se préparer à l'avenir. Donc, à la rigueur, c'est gagnant-gagnant. Mais si tu veux, ce principe fonctionne tant que ces gens-là ont les ressources et ne sont pas exposés au risque. Le jour où vraiment, si on a des forêts qui sont mal préparées partout et qu'on a un risque qui augmente, tu ne pourras plus compter sur ces ressources. Et au-delà de ça, les systèmes de sécurité civile en Europe et notamment en France, c'est 80% de volontariat. 80% de volontariat, donc des personnes pour qui ce n'est pas la principale occupation, ce n'est pas la principale activité professionnelle. Et Ouais. là, en fait, ça pose vraiment problème, et notamment dans la durée. Si ça dure une semaine, 2 semaines, bon, les mecs prennent sur eux, ils peuvent peut-être s'arranger pour prendre des congés, voire éventuellement s'arranger avec leur employeur. L'employeur est d'accord pour faire un effort, à voir si derrière il aura des aides, j'en doute, parce que bon, c'est très compliqué à gérer. Mais au-delà de ça, si ça commence à durer dans le temps, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Les organismes subissent énormément. Là, il y a déjà eu 4 décès. 4 décès sur une saison, c'est énorme. On peut toucher du bois de se dire qu'il n'y a pas de population qui a été impactée, mais 4 décès au niveau des sapeurs-pompiers, sans blessés, il me semble. Les derniers chiffres, c'était déjà 100 blessés, des personnes intoxiquées, des personnes qui sont hyperbares. Parce qu'en plus de Mhm. ça, un autre sujet, c'est que les pompiers n'ont pas les moyens de protection adéquats. Du moins en France, c'est un gros débat. Les syndicats en parlent beaucoup. Ils n'ont pas les moyens de protection respiratoire adéquats pour ce type de feu, du moins par rapport à ce qu'il existe sur le marché. Donc c'est un gros sujet sur la durée, en fait, les organismes subissent et puis les véhicules également. Donc c'est très très compliqué à gérer cette situation. On est vraiment dans la gestion de crise, et tu vois même au niveau des évacués, pour les mairies, pour les collectivités, même pour les entreprises, hein, toutes les entreprises qui doivent cesser toute activité parce qu'elles sont impactées par cette évacuation, par les fumées, etc., etc. Donc c'est vraiment un problème de société. C'est un problème de société, ce qui fait que pour faire face à ce type de risque, il faut que ce soit une réponse de l'ensemble de la société. Et c'est assez intéressant de voir cette solidarité qui s'organise, notamment avec les agriculteurs qui sont des acteurs essentiels dans la lutte contre les incendies, à la fois avec leurs moyens en eau, mais également avec leurs moyens pour venir créer des barrières coupe-feu, tu sais, avec des engins agricoles, ils vont pouvoir gratter le sol, etc. etc. Et ça, c'est une entraide à la base qui s'est fait un peu comme ça, tout simplement de la Mhm. solidarité. Et là, maintenant, c'est un petit peu coordonné, notamment par l'État, mais c'est des acteurs essentiels. Et tu vois que c'est à la fois en préparation et à la fois en réponse, ça doit être global, une réponse et une préparation globale. Il y a beaucoup de moyens militaires maintenant qui sont engagés aussi, hein, ce qui montre qu'en fait, c'est vraiment très lié à des problématiques. Tu vois, as des avions militaires, tu as des ressources humaines militaires, des engins militaires, les fameux centaures de la gendarmerie, hein, qui plus tôt dans l'année étaient occupés à martyriser les pompiers qui demandaient justement plus de moyens, sont Ouais. maintenant impliqués justement sur site. Et bon, justement, on se pose des questions. Pourquoi cet investissement dans des centaures, hein, donc dans des moyens pour faire de la gestion de foule, et pourquoi pas de moyens dans les avions bombardiers d'eau, dans les pompiers, etc., etc. Donc il y a beaucoup de, tu vois, tout se recroise en fait, hein, tout se recroise. Bien sûr. Donc c'est très dur de faire la critique de ce système. C'est très dur de faire la critique, de viser qui que ce soit. En fait, il faut viser personne. Mais clairement, il faut se dire que les priorités ne sont peut-être pas mises au bon endroit. Les budgets ne sont peut-être pas au bon endroit non plus. Euh,
bon, il faut se saisir de tous ces sujets et faire en sorte que là, on est en juillet, on risque d'en parler encore au mois d'août, et puis en septembre, il y aura peut-être autre chose, on parlera d'autre chose, et ça, c'est comme Grand Montana, tu vois, c'était en janvier. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Tu vas faire le tour des Mhm. boîtes de nuit, c'est pareil, hein, tu auras les mêmes situations. C'est Donc, clair. voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, Alors, je non, non, mais t'avoue. c'est tout à fait ça. Et en fait, alors ça, je pose une question très suisse. C'est-à-dire que la Suisse est un pays très décentralisé où nous essayons d'avoir le maximum de choses gérées au niveau local. Et que, tout comme face à la criminalité où la première ligne de défense, c'est le citoyen, Oui, face à l'incendie, la première ligne de défense devrait être au minimum la commune, mais aussi, pourquoi pas, le citoyen. Et ben ça, c'est antinomique à un modèle hyper centralisé, qui est très français, mais bon. Mais ce problème, on le retrouve en Grèce, en Espagne, en Italie. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, on est francophone, on parle des incendies qui ont lieu en ce moment en France, mais le même problème, on le retrouve tout sur le pourtour méditerranéen. tout à fait. Et, euh, et qu'est-ce qu'on devrait peut-être d'abord, avant de passer sur qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, on peut faire pour se préparer, mais enfin, c'est lié. Euh, Est-ce que finalement, justement, le premier, avant même ou simultanément d'appeler les pompiers, est-ce qu'on ne devrait pas être capable d'éteindre un départ de feu on assiste à un départ de feu, si on est un agriculteur, si on est une commune alors il y a des pompiers dans chaque commune, il y a des pompiers volontaires, etc. Enfin, je suppose, en France, il y a aussi... et donc, quelles sont les premières... Est-ce qu'un modèle décentralisé pourrait fonctionner pour faire la première attaque, enfin, la première contre-attaque face au feu, et toutes sortes de catastrophes d'ailleurs naturelles, hein, et qu'ensuite les moyens de manière centralisée puissent être efficaces pour être déployés. Tu mentionnais l'armée, effectivement, ça on peut tout à fait comprendre que si de grandes quantités d'hommes et de matériel doivent être mis en place dans une région, c'est logique que chaque région n'ait pas forcément tout le matériel nécessaire parce qu'il peut se dispatcher à travers, il peut être déployé à travers tout le territoire. Mais par exemple, pour la logistique, ne serait-ce que les repas ou les toilettes, hein, ou des choses toutes simples, euh, est-ce que finalement, par exemple, l'armée ne devrait pas avoir une logistique plus grande que celle qui est uniquement pour ses propres soldats, mais aussi pour pallier aux besoins? Je dis l'armée, mais ça pourrait être un autre organisme, ça peut être la protection civile, ça peut être d'autres choses, pour, par exemple, en cas de crise, ben, avoir des cuisines mobiles, des hôpitaux mobiles, des systèmes d'approvisionnement pour permettre aux hommes et aux machines qui luttent contre la catastrophe ou contre le problème d'avoir le ravitaillement et la logistique nécessaire pour les soutenir. Alors, on dispose d'énormément de ressources techniques, on dispose d'énormément de compétences. La problématique, c'est de pouvoir organiser tout ça. Mais ce que tu disais avant sur la préparation et la réponse locale est essentielle. Alors, en France, c'est plus forcément le cas, hein. Il n'y a plus de pompiers dans toutes les communes. Ah ouais, Il y a eu, non, non, justement, et aïe. pour moi, ça a été un peu une faute, hein. À l'époque, il y avait en fait les employés communaux qui étaient quasiment tous pompiers volontaires du moins. Et c'était très intéressant parce que tu avais des gens du territoire qui connaissaient donc très bien le terrain et qui avaient donc cette capacité de pouvoir partir de leur travail d'employé communal pour aller répondre à des urgences. Aujourd'hui, on a, du moins, je sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais je connais un peu mieux en France. En France, ça a été une départementalisation. Donc, en fait, on a fermé les toutes petites casernes pour privilégier des grosses casernes avec beaucoup de moyens qui vont pouvoir couvrir en fait les territoires selon une analyse de risque. Alors c'est intéressant, mais par contre c'est compliqué parce que ça retarde justement, ça prolonge les délais d'intervention des fois, surtout sur les sites isolés. Et surtout, si ça crame partout en même temps, des fois les petites communes passent au second plan. Et alors que si on avait des ressources locales, ça pourrait suffire. Sur les incendies, plus tu attends, plus il faut d'eau. Si tu agis très rapidement, un verre d'eau te suffira, quelques litres Ah, d'eau. Et après, si tu attends une heure, là, c'est des moyens aériens, des choses comme ça. Et puis là, ça dure des jours et des semaines, voire des mois. Là, les incendies qui brûlent actuellement en Gironde, on sait que ça va brûler jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va être wow. très vif pendant tout l'été, mais jusqu'à la fin de l'année, dans le sol, tu auras le feu et qu'il faudra continuer à surveiller parce que tu pourrais avoir des reprises.
Donc Waouh. l'idée, c'est d'éviter ça, quoi. L'idée, c'est d'éviter ça, c'est d'agir le plus rapidement possible avec des moyens locaux. Il y a des choses qui sont mises en place, hein, notamment au niveau des organismes qui travaillent dans la forêt. Ils ont des pick-up avec des moyens hydrauliques, des choses comme ça, pour justement réagir très rapidement. On a des surveillances satellites, des surveillances drones. Donc en fait, on est plutôt bien organisé pour la réponse, hein. On est plutôt bien organisé. Le problème, c'est quand tu n'arrives pas à mettre en œuvre ta stratégie. Donc la stratégie actuelle, c'est d'agir sur les feux naissants très rapidement avec une attaque massive. Alors ça fonctionne des fois, mais des fois ça fonctionne pas, notamment quand tu as 10 départs de feu simultanés dans la même forêt. Ouais. Bon, tu vois, quand c'est Là, ça pose la accidentel, tu question. sais gérer. Quand c'est Ça pose la accidentel, tu sais question gérer. ça pose la question du pyromane ou des départs de feu criminels. Oui, De ça oui, existe. C'est même assez connu. Les tout à pompiers en fait. parlent beaucoup. Bah, on dit 9 feux sur 10, a priori, sont d'origine humaine. Donc le dernier dixième, ça serait la foudre ou des Ouais. phénomènes naturels. Et les 9 autres seraient d'origine humaine. Alors, la question, c'est sur ces 9, combien sont de l'imprudence, combien sont des accidents et combien sont volontaires, hein. Euh, c'est un peu délicat comme sujet, mais moi, je pense que malheureusement, on a de plus en plus de feux volontaires. Je pense vraiment que, et c'est pas forcément uniquement des pompiers pyromanes, bon, ça existe, hein, ça existe depuis qu'il y a des incendies. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question s'il n'y aurait pas aussi des actions coordonnées des fois. Oui, voire du Euh, terrorisme. Parce que on sait que on sait que pendant, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des tentatives, en l'occurrence du Japon, de mettre le feu aux forêts américaines. Alors, évidemment, elles ont échoué parce que voilà, ils n'avaient pas les moyens, via des ballons qui transportaient des charges incendiaires. Mais enfin, voilà, quand on voit comment on peut faire du mal à un pays ennemi ouais, en lui faisant des attaques qui coûtent pas très cher à mettre en place et qui coûtent au pays qui doit se défendre, en l'occurrence, bah voilà, qui coûtent des milliards et des vies humaines pour mettre en place, pour lutter contre. oui, Évidemment, évidemment, on veut surtout pas donner des idées à qui que ce soit. On va pas en dire, moi, j'ai pas envie d'en dire plus. C'est comme dans mon livre NRBC, quand on l'a écrit avec mon co-auteur qui est un ancien du GIGN. Je peux te dire qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées sur comment tu mets un pays à genoux en utilisant des systèmes radiologiques, hein. Enfin des armes oui. radiologiques très bon marché, très faciles à obtenir. Et évidemment, on n'en a pas parlé dans le livre. Et là, je n'ai pas envie de donner des idées sur comment tu peux mettre à genoux un pays en foutant le feu à tout, mais il ne faut pas exclure que des personnes travaillant pour des pays ou des cultures hostiles puissent utiliser l'arme terroriste qu'est le feu contre Tout à fait. Et c'est très simple, c'est très simple. Et puis on est dans un contexte géopolitique qu'il faut prendre en compte également. Euh, la proximité avec la forêt de Fontainebleau, la proximité avec Paris, Bordeaux également, la proximité avec des sites militaires, des sites industriels stratégiques, ça laisse songeur un peu, hein. Alors ça peut être la faute à pas de chance, mais je pense qu'il faut peut-être un peu creuser aussi et surveiller tout ça. ouais. Euh, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais justement sur ces dernières années sur le continent européen, quel pays a été le plus impacté par les feux de forêt? En proportion de ses forêts, de son territoire. À la fois en termes de surface et à la fois en termes de nombre de feux. Alors, en termes de hectares absolus, je partirais sur le principe que ça doit être la France parce que c'est un des plus grands pays, mais je me trompe en termes d'hectares cramés. En termes de proportion à sa surface, je me demande si c'est pas l'Espagne. Pardon, la Grèce. Mais je peux me tromper. Je Non, ne sais, je n'ai pas en la fait, réponse. j'ai vérifié justement les. Alors, c'était vrai il y a quelques années, mais avec le conflit en Ukraine, en fait, il s'avère que c'est l'Ukraine qui dépasse largement tous les autres pays du continent européen, parce qu'en fait, la guerre, ça génère Ah oui. énormément de départs d'incendie, Ouais. ce qui fait que si tu regardes sur les années 2024, 2025, 2026, on ne sait pas encore, mais les années 2024, 2025 notamment, l'Ukraine seule a une surface c'était 900 000 hectares, il me semble, en 2024, autant que tout le reste, tous les autres pays européens. Je ne savais pas qu'il y avait Donc, autant de forêts en Ukraine, à part dans les Carpates, mais bon, ok.
Donc ça montre aussi que en cas de guerre, je veux dire, c'est un sujet à prendre en compte. Quand déjà tout va bien, c'est difficile à gérer les feux de forêt. Imagine si tu te retrouves dans une situation de conflit. Donc, il faut peut-être réfléchir avant de s'engager aussi sur des Ouais, choses ouais, comme ça. ouais, ouais, tu sais, effectivement, enfin voilà, il y a quand même 3 4 guerres en cours en ce moment. Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment une société, comment un individu peut être acteur à une société résiliente et aussi, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire si on a la malchance ou même on se retrouve en vacances, on a loué un mas en Provence dans une garrigue quelque part, et Ouais, voilà, on est tranquille au bord de la piscine, en train de couper d'Internet parce qu'on a envie de faire un petit digital détox, et voilà, on commence à sentir la fumée, on voit des couchers de soleil bizarres, très jolis, mais quand même, on m'a dit que, enfin, de la famille qui était en vacances à Oléron, pas très loin donc, et qui quand même jusque là-bas sentait par moments des odeurs de brûlés. ouais, Donc après ça à plus de 100 kilomètres, à plus d'une c'est centaine ça. de kilomètres. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, la première des choses, déjà, c'est comme je t'avais expliqué avec les immeubles à grande hauteur et les boîtes de nuit un peu louches, c'est déjà de ne pas y aller en fait, hein. Je pense que malheureusement, il faut se poser la question, est-ce que c'est encore judicieux Fini les vacances d'aller en Méditerranée. De toute façon, il fait toujours aller d'aller en dans la région Belgique, il fait méditerranéenne? tout aussi chaud. Ça va pas plaire au tourisme, hein, au secteur du tourisme, mais effectivement, est-ce que c'est encore judicieux en période de canicule d'aller dans ces régions? Moi, perso, j'y vais pas, tu vois, parce que je me dis que, enfin, t'imagines, tu pars 2 semaines en vacances, tu veux te reposer, tu te retrouves dans un centre pour d'accueil des réfugiés pendant une semaine avec, tu vois, dans un gymnase à manger et à attendre qu'on s'occupe de toi. Ah, mais Donc, voir, tu peux mourir. Parce que voir, tu peux, bien sûr, voir, tu peux les gens mourir. coincés dans des forêts avec la bagnole parce qu'ils se sont gourés, Tout parce à qu'ils fait, ils ont suivi le GPS du téléphone qui raconte n'importe quoi. tout à Euh, fait. Donc, enfin bon, je plaisante, mais en plus, c'est pas facile dans des petits chemins. ah non, Voilà, c'est il clair, y a mais des il y a eu déjà endroits où beaucoup de décès hein, au niveau de ça la brûle sur les population. autoroutes, hein. Il y a eu des Tout à endroits fait. où c'est le feu à traverser l'autoroute avec Et, les et- voitures avec. Et notamment si tu coupes tous les réseaux et que tu n'anticipes pas tout ça, tu peux très rapidement être exposé et effectivement, ça peut craindre pour ta vie. Donc justement, la réponse, si effectivement tu n'as pas anticipé, donc tu n'as pas pris les devants en surveillant effectivement les bulletins d'alerte, etc., en suivant les alertes des autorités, là je préconise à la base, ce qu'il faut faire, c'est quand même suivre les autorités. Normalement, ils sont quand même là pour assurer notre protection. A priori, on doit suivre leurs instructions. Ce qui est très étrange sur Bordeaux, c'est ils ont décidé de faire des évacuations systématiques. Là. Donc 200 000 personnes évacuées, c'est énorme. C'est Je ne sais énorme. pas la dernière fois qu'il y a eu tellement d'évacués. D'après les discours, c'est depuis les guerres, on n'a pas eu ce nombre d'évacués en France. C'est très étonnant parce que normalement, la stratégie, c'est plutôt le confinement. La stratégie, c'est plutôt le confinement, donc sécuriser son habitat, fermer les volets, retirer tout ce qui peut être combustible, s'enfermer à l'intérieur et laisser passer. Parce que le feu, au final, en quelques minutes, il est passé, hein. C'est pas, t'as Oui, pas parce besoin qu'une fois qu'il n'y a plus de combustible, voilà, C'est ça, c'est la politique de terre brûlée, c'est ça. Oui, comme on oui, dit tout à fait. dans le langage courant. Tout à fait. Et au contraire, ce qui a été décidé, c'est d'anticiper, de faire évacuer des masses énormes de personnes là. Alors, l'évacuation, ça peut se faire si tu t'y prends bien à l'avance. Parce que le pire des scénarios, et c'est ce qui s'est passé notamment au Portugal il n'y a pas si longtemps que ça, et également à Hawaï, les incendies qu'on a eu, je crois, en 2024, où il y a eu beaucoup de morts, justement dans la phase d'évacuation. Parce qu'en fait, durant l'évacuation, le vent a tourné et les gens se sont retrouvés piégés. Et en fait, quand tu es juste dans ta voiture face au feu et que tu n'as pas les moyens des pompiers, c'est trop tard. Donc, à la fois au Portugal, à la fois à Hawaï, il y a eu beaucoup de morts lors des évacuations. On a eu de la chance pour l'instant en France, c'est pas encore arrivé. Donc, si tu es dans cette situation, si déjà tu n'étais pas averti, c'est trop tard et que tu vois le feu arriver, la meilleure des choses, c'est de se confiner. Donc là, tu vas fermer les volets, sécuriser les bouteilles de gaz dans la piscine ou loin de la maison, nettoyer tout ce qui va autour, fermer les volets, fermer tout ça, fermer les fenêtres, etc. Et signaler aux autorités que tu es ici, effectivement, parce que peut-être qu'ils vont venir encore pouvoir te sauver, te protéger en tout cas. Et sinon, Alors, on l'autre rappelle, chose, en cas d'incendie, on ne se réfugie pas dans la piscine. oui,
Oui, Petit ça sera. détail pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire, mais voilà, on ne se réfugie pas dans l'eau de la piscine. C'est bien de mettre les bouteilles de gaz éventuellement dans la piscine pour sécuriser ça, mais le mieux, ça reste à l'intérieur, volets fermés, fenêtres fermées, tous les ouvrants fermés. Et bon, ça, c'est un peu la réponse de la dernière chance, on va dire. Mais en général, si le site est bien aménagé, que tu n'as pas de haies, de buissons directement à proximité de ton domicile, que tu as en plus des moyens de lutte, donc un système d'arrosage, des extincteurs, des choses comme ça, normalement, tu peux gérer et attendre l'arrivée des pompiers pour la suite. Donc, après, ce qui est plus judicieux, effectivement, c'est de se tenir alerté et de prévoir tout ça en aménageant justement son habitat et en espérant que là où tu vas passer tes vacances, ce soit également aménagé. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est camping et tout ce qui va être hébergement un peu, comment dire, léger, là, genre, Les tentes, les les tentes, ça tentes, brûle les bien entre les yurts, sirènes les et tout. cabanes, bah, tout ça, c'est évacué. Par contre, ça, c'est évacuation systématique et prioritaire. Mais après, si tu es dans des bâtiments durs avec des volets en bois, a priori, tu n'as pas grand-chose à craindre. À partir du moment où tout est bien sécurisé, au niveau des gouttières, au niveau des entrées, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Quant à la, voilà, on a parlé de la prévention. Quand on touche à l'évacuation, évidemment, là, on tombe sur le qu'est-ce qu'on prend avec soi lorsqu'on doit évacuer. Vaut mieux évacuer tôt si on évacue Oui. que tard. Enfin bon. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose en plus du basique, hein, c'est-à-dire batterie, lampe de poche, de l'eau, voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier? Je sais que dans ma voiture, j'ai une couverture anti-ignifuge. Hein, c'est pas pour, c'est parce que parfois tu peux arriver et puis voir, enfin parfois, moi ça Mhm. peut jamais arriver, mais tu vois, il y a un accident de la route, ça peut impliquer une voiture qui s'enflamme et tu peux tirer quelqu'un qui brûle de la voiture, ça peut arriver. Et donc une couverture qui est particulièrement adaptée, bon, n'importe quelle couverture, ça fait l'affaire, mais une couverture qui est particulièrement traitée pour l'ignifuge, j'en ai une dans mon coffre, et voilà. Mais est-ce qu'il y aurait du matériel particulier dans une évacuation à préparer ou dans un domicile en cas de feu de forêt? Alors, déjà pour la partie évacuation, alors spécifiquement, effectivement, une couverture anti-feu, c'est très judicieux. Tu as aussi maintenant des capes anti-feu qui sont Hmm. la même chose, c'est un peu plus renforcé avec une matière siliconée qui va apporter un peu plus de protection et surtout tu vas avoir une espèce de capuche dessus où tu vas pouvoir mieux t'abriter. Mais une fois de plus, comme sur les incendies à domicile, ce qui tue en premier, c'est la fumée. Donc aussi des masques de protection par rapport aux particules et au gaz. Donc tu as les masques FFP, FFP2, FFP3 qui vont te protéger déjà des particules. Il faut savoir qu'en feu de forêt, avec le vent, tu es très vite exposé à tout ça. Donc ça peut être judicieux d'avoir ça. Également des protections oculaires. Et tu as des masques aussi qui te permettent de filtrer également les gaz. Je Donc vais soit mettre un les... lien, je connais un fabricant de masques Mira. Oui. Je vais mettre le lien ci-dessous. Allez-y, les yeux fermés, c'est excellent. Euh, Parce que, effectivement, en cas d'incendie, voilà, tu peux dire j'évacue, je m'en vais, je truc. Mais si tu dois entrer dans un endroit parce qu'il y a ta famille qui est restée là-bas, vaut mieux effectivement se protéger des fumées. Effectivement, C'est alors ça. évidemment, tu ne peux pas rentrer Et dans un puis, mur de flammes. et- c'est Mais ça. là où il y a de la fumée, ben, ça peut faire la différence. Et puis tu peux être pris au piège en fait, hein, comme les pompiers sont pris au piège bah là, deux pompiers décédés ont été pris au piège dans leur véhicule en fait. Hein. Donc après ils sont plus exposés les pompiers, mais tu n'es pas à l'abri si l'évacuation a été mal coordonnée ou si tu évacues trop tard. Tu prends le mauvais itinéraire, ça va très vite hein, dans la précipitation. Ça peut être très judicieux dans ton véhicule justement de prévoir des capes anti-feu pour toute la famille et des cagoules d'évacuation, des masques d'évacuation ou des masques à gaz. Donc tu as à la fois des masques à gaz NRBC comme chez Mira, mais tu en as d'autres spécifiquement pour les incendies aussi qui sont intéressants, qui sont peut-être usage unique, mais qui sont peut-être plus économiques. Ça, c'est à voir. Mais si j'étais dans une région exposée, je pense que c'est des investissements judicieux à faire
pour la partie évacuation. Après, le classique, hein, sur une évacuation, peu importe le scénario, prévoir plusieurs itinéraires, s'assurer que la voiture a le plein à l'avance, avoir tout l'équipement nécessaire à la fois pour la sécurité, pour le confort aussi, parce que derrière, si tu te retrouves dans un gymnase pendant une semaine et que tu dois occuper les enfants, peut-être prévoir ça, des choses aussi par rapport à ça. Euh, Également avoir un point de chute, hein, parce que c'est bien beau d'évacuer, mais évacuer où? Si tu as de la famille, là typiquement, si j'habitais dans le coin de Bordeaux ou dans les Landes et que je voyais le feu se rapprocher, peut-être avant même que les autorités ordonnent l'évacuation, bah, j'irai me déplacer, passer quelques jours dans la famille, voir comment les choses évoluent et Bien sûr. suivre. Aujourd'hui, on a des outils à disposition au niveau de la météo, au niveau des prévisions. Tu peux quand même même par toi-même, sans attendre les autorités, avoir quelques notions, quelques idées sur est-ce que je dois partir vers le sud, vers le nord, est-ce que ça va continuer à se propager ou pas. Donc, c'est tout un tas de choses. Mais une fois de plus, l'évacuation, ce n'est pas la priorité. La priorité, ça reste le confinement. Et donc, qu'est-ce que tu dois avoir à la maison? Bah, tout simplement le même équipement qu'en cas d'incendie à domicile. Donc, si tu as des détecteurs incendie, etc., c'est très intéressant parce que même si tu es à distance, tu vas pouvoir dire, ah bah tiens, j'ai un début d'incendie à domicile si tu as des détecteurs connectés et tu vas peut-être pouvoir appeler les pompiers et les prévenir et ils vont peut-être pouvoir sauver ta maison. Et puis après toi, si tu es encore sur place, si tu es confiné et que tu as déjà sécurisé, avoir des tuyaux d'arrosage à disposition, avoir peut-être une motopompe, parce que souvent Oui, ce qui se coupe, c'est coupure électrique, coupure de l'eau. Donc c'est intéressant d'avoir des moyens autonomes reliés peut-être à des cuves à eau, des réserves d'eau ou à la piscine. Ça montre un double intérêt à la piscine. Hein. C'est pas que une installation, on va dire, pour le confort et pour le plaisir, mais c'est aussi une installation pour la sécurité, ce qui peut être beaucoup plus judicieux. Hein. Et peut-être qu'on embêtera bientôt les gens qui ont des piscines avec des taxes, des choses comme ça. Ça deviendra peut-être essentiel d'avoir une piscine parce mais que ça bien sera en sûr. fait une réserve incendie. Donc c'est tout un tas de choses comme ça à prévoir à l'avance et surtout dégager tous les combustibles à proximité de sa façade, nettoyer sa façade et même en amont, bien avant ça, choisir les bons matériaux pour construire sa maison, choisir les bons végétaux, les bons arbres, les bonnes espèces à planter, éviter peut-être les pins, les cyprès, les eucalyptus, peut-être mettre plutôt des espèces qui sont résistantes à tout Ouais, ça. ouais. Donc, c'est une fois de plus, tout ça, ça doit être anticipé, géré en amont. Parce que dans la crise, sans anticipation, tu te retrouves à évacuer au milieu des flammes et à être piégé, en fait. Donc, Ouais, 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 comme et pour ça tous les arrive. risques. Alors, l'éléphant, à mon avis, l'éléphant dans le couloir, dans la chambre, dans le salon, comme on dit en anglais, c'est que justement, la population n'est pas dans l'anticipation. La population est dans l'attente qu'on lui donne des solutions toutes faites et que l'État, il faut qu'on, il y a qu'à, l'État doit venir t'aider, doit te sortir de tes problèmes. Et c'est une attitude qui coûte cher en cas de catastrophe parce que tu vas réagir trop tard, tu vas être impréparé et tu ne comprendras même pas quelle est ta responsabilité personnelle pour sauver ta peau avant même d'imaginer la prévention des années à l'avance, etc. Et sans parler de ceux qui disent, bah, j'ai pas envie de me préparer avant l'événement parce que c'est des dépenses inutiles, blablabla, blablabla. Mhm, J'entends tout mhm. le temps des comme ça. Donc, comment on change aussi cette mentalité d'assister? Ouais, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué parce que c'est un peu antinomique. J'ai vraiment l'impression que on a poussé à rendre le citoyen dépendant, parce qu'un citoyen dépendant, c'est un consommateur facile, au final, un consommateur très, très, c'est une proie, Docile? ouais, très docile. Et là, c'est un peu, c'est contre-intuitif parce que là, on se rend compte qu'on est tellement dépendant de tout ça qu'on n'est plus du tout résilient. Parce que la résilience de l'État, au final, repose sur la résilience locale, sur la résilience des individus, sur la préparation des individus. Et là, on est tellement devenu incompétent et tellement en attente, on va dire, du support qu'on n'a plus du tout les ressources et ça met, j'ai l'impression, l'État carrément. C'est une fragilité pour l'État aujourd'hui. Comment on change ça? Il faut commencer au plus jeune âge avec les enfants, je pense, hein, avec l'éducation. Euh, Clairement, via l'école, via les parents qui doivent transmettre certaines choses, via le scoutisme. Moi, je plaide pour qu'on renvoie massivement nos enfants au scoutisme. Je participe à ce mouvement Mhm. et justement,
Je viens de passer un week-end avec les enfants et encore la semaine prochaine, je vais encore passer du temps avec les scouts. Et ben, chez les scouts, tu apprends toutes ces choses, hein. Tu apprends cette culture du risque. Il y a également les jeunes sapeurs-pompiers, les cadets de la sécurité civile, où tu apprends en fait toute cette approche, tu as toute une culture, hein, tu vois, tu apprends ce qu'est un feu, comment éteindre un feu, comment allumer un feu. Et en fait, c'est des réflexes qu'il faut réintroduire, qu'on apprenne des choses efficaces, des choses utiles dans notre société à nos enfants. Parce que Ouais. les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain qui vont devoir gérer ces situations et gérer peut-être des aménagements du territoire qui ont été mal faits par les anciennes générations, des stratégies qui ont été mal déployées, et puis surtout dans un système avec des ressources économiques limitées de plus en plus. Ah oui. Donc, ils vont hériter de toutes ces fragilités, toutes ces vulnérabilités. Et en plus de ça, là, si on continue cette trajectoire, ils n'auront pas les compétences pour y faire face. Donc, je pense que vraiment pour changer ça, il faut prendre le sujet à cœur, là, vraiment se focaliser sur ça, sans rentrer dans la parano, hein. Il ne faut pas commencer à vouloir. Ça ne sert à rien de faire peur, hein. Il faut justement apporter des solutions concrètes, des solutions concrètes centralisées sur l'humain. Il faut arrêter juste de mettre à disposition des solutions techniques ou de la paperasse. Il faut vraiment, je pense, se focaliser sur de la formation, de la sensibilisation, de l'expérience. Et tout ça, ça passe par des anciens qui vont expliquer aux jeunes comment gérer tout ça. Comment gérer Mhm. tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus, hein. Il y a un gros travail, mais bon, c'est pas perdu, hein. C'est pas Et perdu. oui, parce que si tu ne travailles pas sur sur l'individu, sur la psychologie et la culture du citoyen, de l'habitant du territoire, c'est très difficile de passer de la culture de l'urgence à celle de l'anticipation, d'être dans la prévention plutôt que l'intervention qui, par définition, se fait a posteriori Mm. ou trop tard, par définition. Et puis, voilà, d'avoir une approche systémique avec euh, chaque niveau et chaque profession qui est impliquée dans la lutte, en l'occurrence contre les feux de forêt, les incendies, qui agit à son niveau au mieux de ce qu'il est capable, ce qu'il ou elle est capable de faire. Et pas juste attendre, bon, bah, j'appelle les pompiers, puis j'attends bien qu'ils viennent. Non, bah, bouge, fais Ça. quelque chose. Et puis, avant même tout ça, choisir l'endroit où on vit. Effectivement, tu mentionnais le choix, mentionnais de nettoyer les façades. Effectivement, on a je connais plein de gens qui ont des maisons avec du lierre qui peut sécher pendant l'été. Et bon, je suppose que ça brûle, ça aussi. Et voilà. Le Choisir lierre, les c'est pas le matériaux. pire. Le lierre encore, Non, je c'est loin suppose que d'être c'est pas le le pire. cas. Mais il faut aussi que ce soit une réflexion globale parce que en même temps qu'on aménage ses territoires et qu'on aménage son domicile, on peut réfléchir à ces sujets, mais en même temps à la résilience alimentaire, en même temps à la résilience face aux fortes pluies, tu vois, Ouais. à générer de l'ombre. En fait, il faut vraiment que ce soit une approche globale. Mais il y a des experts sur ces sujets, hein, des experts qui peuvent conseiller. Ils travaillent sur ces sujets. Il y a des études qui ont été faites. Enfin, toutes les solutions existent en fait. Toutes les solutions sont à disposition. Il appartient à nous maintenant de les démocratiser et de les mettre en œuvre. Ouais. Est-ce que justement, des gens qui voudraient utiliser tes services, tu, euh, est-ce que tu fais du consulting ou tu connais des gens qui font du consulting? Alors là, actuellement, si tu veux, c'est plutôt dans une démarche pour faire avancer la réflexion que j'ai bien voulu Bien répondre sûr, à bien ton sûr. invitation. Effectivement, je peux faire du consulting sur ce sujet. Je les invite éventuellement à me contacter directement via peut-être ma page LinkedIn. Je peux faire du conseil même plutôt bénévole. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis là pour faire avancer la réflexion si ça va dans le bon sens. Euh, voilà, c'est plutôt dans cette approche-là que je propose éventuellement une aide Très bien. bénévole. Je mettrai les liens et notamment, encore une fois, pour d'abord la vidéo de l'autre fois qui donnait beaucoup de conseils sur l'incendie, le feu, notamment dans des lieux publics. Donc, c'est à voir absolument. Et puis, je mettrai le lien au site de Mira qui livre en France, qui livre en Suisse, qui livre partout des masques de différentes sortes. Ils ont une gamme assez grande. Je les connais puisque je suis client. Et encore une fois, la prévention ne veut pas dire que si ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est mieux. C'est comme les assurances. C'est On ne ça. peut pas rentabiliser notre assurance. De toute façon, on y perd. Donc, si vous avez appris
quoi faire en cas de feu, en cas d'accident, en cas d'incendie, et que vous avez du matériel adéquat, eh bien, si à la fin ça n'arrive jamais, que vous n'êtes jamais impliqué, tant mieux. Mais si ça arrive, vous pouvez faire partie de la solution plutôt qu'ajouter votre panique et votre peur et votre angoisse au problème, comme malheureusement ça Exactement. arrive. Quentin, je te remercie beaucoup et peut-être une autre vidéo un de ces jours si les feux se propagent et qu'il. Alors heureusement, disons une chose. Alors rassure-nous encore, peut-être dernier point, parce qu'on parlait des sites Céveso. Effectivement, un incendie Oui, ne s- peut, peut- peut cesser l'activité de centres logistiques, les aéroports, des trains, de toutes sortes de routes, etc. Mais éventuellement peut causer des problèmes sur des stocks d'hydrocarbures ou de produits chimiques. On parlait de sites Céveso. Euh, Est-ce que les grands sites sont préparés, ne serait-ce que physiquement, pour qu'il n'y ait pas des trucs qui brûlent tout près? Typiquement, une centrale nucléaire, moi j'ai l'impression que ça fait partie du cahier des charges, que autour d'une centrale nucléaire, justement, c'est dégagé. En général, il n'y a pas de végétation. Voilà, les feux de forêt vont pas arriver jusqu'au réacteur, on va dire ça comme ça. Rassure-nous. oui, justement, les industries à risque se préparent à ça, notamment avec des aménagements, des coupe-feux, des choses comme ça, et puis surtout des ressources sur place, des installations de sécurité sur place. Normalement, ça ne devrait pas arriver, hein. Maintenant, Mais on n'est ça jamais à peut l'abri. cesser l'activité. Ça peut faire cesser l'activité. C'est pas, oui, ça peut faire cesser l'activité. C'est pas ce qui me fait le plus peur, hein. Moi, On est ce qui d'accord. me ferait le plus peur, c'est plutôt au niveau tu vois, des campings, des résidences où là, tu as des bouteilles de gaz un peu à gauche à droite. Tu as des véhicules à batterie lithium. C'est peut-être Ah ouais, ça brûle bien. un autre sujet de vidéo à l'occasion parce que c'est un gros sujet dans le domaine de On la en avait sécurité parlé la incendie. dernière fois. On en avait parlé Batterie à effectivement. trottinette dans les maisons qui combustitionnent spontanément Exactement. après des Tu feux. vois, si un incendie de forêt se propage justement dans un parking où tu as, ou dans un garage où tu as beaucoup de voitures électriques, bah là, tu rajoutes des problèmes aux problèmes, quoi. Donc, c'est plutôt ça ce qui me ferait peur. Dans les industries, tout ce qui est Céveso, etc., c'est très cadré, Hmm. très sécurisé. Normalement, il ne devrait rien arriver, hein. Enfin, sauf si vraiment c'est un échec cuisant. Mais bon, on n'en est pas encore là, on va dire. Non, non, mais heureusement. Mais c'est important voilà, de pas stresser, de pas être dans le fantasme, de pas imaginer non plus trop de catastrophes. Ce qui arrive déjà aujourd'hui est suffisamment catastrophique, Tout à fait. avec suffisamment de pertes humaines et matérielles pour que ce soit déjà assez inquiétant en soi. Et donc, voilà, nous donnons quelques pistes de réflexion et à chacun de nos auditeurs de partager cette vidéo, de partager celle que nous avons fait avant, qui est pour moi une des meilleures, hein. En 15 ans sur YouTube, c'est une des meilleures que l'on a faites parce qu'elle donnait des solutions simples et pratiques pour nous, pour nos enfants, dans une salle de concert, dans un lieu public, quoi faire en cas d'incendie. Et là, ben voilà, on a vu que effectivement ces feux de forêt arrivent maintenant dans des endroits où il y en avait peu dans le passé, ou pas. Et donc, c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir. Ici en Suisse, par exemple, on fait beaucoup de choses très bien en Suisse, mais le défaut de faire les choses bien, c'est qu'on acquiert ensuite une certaine arrogance en s'imaginant que Mhm. parce qu'on fait toujours les choses bien, eh bien les gros accidents n'arrivent pas. Et certes, on est moins arrogant par rapport aux éboulements de montagne ou des choses comme ça, mais en revanche, l'incendie de forêt, c'est un truc qu'on n'a pas ici en Suisse. Et pourtant, on devrait s'y préparer parce que voilà, météo, climat, etc. Il y a des changements qui ont lieu, il y a des températures différentes, il y a des arbres différents qui poussent, on a un petit écosystème qui change, et donc ça veut dire que si on se méditerranise, on devrait faire attention également aux feux de forêt. Donc c'est le moment de s'y préparer. Tout à fait. C'est essentiel déjà de faire une analyse des risques et ensuite de la faire évoluer en fonction de l'évolution de ces risques, justement. Quentin, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.